soir même du drame, on a su tous, pour ceux qui faisaient les faits divers depuis des années, que c'était l'affaire. Parce que trouver un petit garçon ligoté, jeté dans la Vologne, jeté dans une rivière, ça fait 30 ans que je fais ce métier, je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple d'une telle méchanceté, d'une telle atrocité. Et on était sûr que ça allait faire, peut-être pas l'affaire, mais que ça allait être le grand fait divers, voir des témoignages. Donc il faut des témoignages. Alors on va essayer de trouver le pompier qui a découvert le petit garçon, on va voir les gendarmes, et bien sûr, il faut le témoignage des parents. Bon, c'est un témoignage qui n'est pas facile à obtenir, on se demande s'il faut ou pas aller frapper à la porte de ces gens-là. Bien sûr, il y a un moment de réflexion, on se dit est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit. Et finalement, je crois que c'est le côté professionnel qui prend le pas sur le sentiment. Et à ce moment-là, on se dit, bon, on est là, on fait un métier qui n'est pas toujours très facile, bah, il faut y aller. Vous arrivez près du pavillon, j'ai supposé, j'ai vu un homme derrière. J'ai vu un homme et je lui ai dit, excusez-moi, je cherche Jean-Marie Villemain. Il m'a dit, c'est moi. Pourquoi? Il m'a dit, je suis occupée avec les gendarmes, j'ai pas le temps. Et je sonne à la porte et c'est le papa de Grégory qui ouvre. Donc je me présente, je lui dis qui je suis. Au début, il me dit non, je veux pas parler. La maman arrive, elle veut pas parler. Et on parle de tout et de rien avec le papa de Grégory. Je lui dis bien sûr que je comprends un petit peu sa peine, je comprends sa colère. Et c'est peut-être le mot colère qui va le faire réagir. Et à ce moment-là, il me dit, ben, je vais parler. Mais je lui dis, écoutez, si vous parlez, ben, vous parlerez. Et il me dit, vous me promettez une chose, c'est que vous ne coupez rien. Alors ça, c'est toujours un problème, parce qu'on sait bien qu'on va être obligé quand même de couper. Et à ce moment-là, ben, il parle. Il parle. Et il raconte sa haine contre certains membres de sa famille. Il désigne certains coupables. Et bien sûr, ben, je laisse tourner. Je laisse tourner notre magnétophone. Et l'interview dure environ un quart d'heure, 20 minutes. Et à la fin, je lui dis, bon, au revoir, monsieur Villemain. Et là, on a toujours le réflexe, quand on retourne vers la voiture, on écoute ce qu'il y a. Ben, j'ai bien écouté que c'était terrible, les accusations, mais il fallait les passer. J'ai appelé Paris et je leur ai dit, écoutez, pour le 13h, on a le témoignage du papa de Grégory. Le lendemain, la journée du 17, j'ai des coups de téléphone de certains confrères avec qui j'ai couvert d'autres affaires. Et ils me disent, bon, qu'est-ce que tu en penses? Et je leur dis, c'est la bonne affaire. Et ils me disent, on arrive. Et il est vrai que dans les 2 ou 3 jours, toute la presse française, et même internationale, va être le long de cette vallée de la Vologne. Il y avait une logique entre le drame de cette affaire et le décor que l'on plantait autour. Parce qu'en fait, c'est nous qui le plantions, le décor. On le voyait comme on voulait le voir. Et on voulait le voir comme un film en noir et blanc. On voulait le voir comme le film de Clouzot, Le Corbeau, qui était passé pas très longtemps avant à la télé et qui a complètement écrasé notre imaginaire du début, quoi. J'aurais voulu qu'on soit un peu plus pudique. Difficile quand on vient de l'extérieur de porter un regard sans être neutre, mais au moins modéré, mesuré. Les obsèques d'un enfant, c'est toujours terrible. Mais là, il y avait ce climat de suspicion, les cris de douleur de la mère devant le cercueil sur son chariot qui, dans les graviers du cimetière, faisait un bruit. Chariot en bois, supportant le petit cercueil. On sent que c'est quelque chose, que l'émotion là, à la limite, la mort de Grégory est oubliée. Dès cet instant-là, c'est la haine qui prend le dessus, c'est la traque à l'assassin qui prend le dessus. C'est pas la haine qui prend le dessus, c'est la traque à l'assassin. Il faut le retrouver, il faut lui faire la peau, à la limite. Même nous, journalistes. Moi, comme je représente Paris Match, je suis photographe, je suis enquêteur, je suis grand reporter. Bon, je fais des enquêtes, je fais des papiers, je fais des interviews, etc. Je fais des reconstitutions en même temps d'horaires, je vois des témoins, je vérifie pour savoir. J'essaye d'avoir un procès verbal pour savoir ce qu'il a dit aux gendarmes, ce qu'il a dit aux avocats, ce que moi je peux obtenir de lui. C'est vrai, pour voir s'il dit la vérité, parce que le pire, c'est d'avoir quelqu'un en face de soi et de ne pas savoir quoi en faire. C'est important, ça. Il faut savoir s'il est fiable, etc. Donc j'ai une progression, je progresse. En même temps, je me permets de faire des scénarios à chaque fois
pour faire une enquête, il faut apporter quelque chose, de fini pratiquement. J'ai fait tout l'emploi du temps du petit Grégory, ce qu'il a fait avant, pendant 15 jours, où il n'était pas à l'école, pourquoi, etc. Voilà, je sais qu'il était malade. Donc c'est pour ça que je sais qu'à un moment, l'enfant est surveillé, je vais le dire. C'est vrai que l'enfant est surveillé par un guetteur, par quelqu'un. On veut savoir où il est, cet enfant, pour le kidnapper, pour l'enlever. Ensuite, j'en parle à Christine, je lui pose des questions. J'ai été voir les filles de la Poste qui l'ont accusé, Jean-Marie aussi, des choses qu'elle a oubliées. Mais j'ai besoin de ce outil de travail, j'ai besoin d'informations brutes pour décanter, pour tout remettre en place. C'est vrai que c'était un gigantesque jeu de piste. Je vais vous dire, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais ce sont nos meilleurs souvenirs de cette époque. Pourquoi? Parce que on avait toute latitude, on avait toute liberté d'aller interroger les gens, de faire des chronométrages, de se rendre de tel à tel point, d'imaginer des mobiles, et Dieu sait si on en a imaginé. C'était un peu Tintin dans la Vologne quand même. En 30 ans, dans d'autres faits divers, je n'ai jamais vu ça. Tous les matins à 11h et l'après-midi à 16h, on avait ou le procureur ou un officier de gendarmerie qui racontait un bout de l'enquête. Et donc là, automatiquement, on ne pouvait pas partir, puisque chaque jour, on avait l'impression que la vérité approchait, qu'ils étaient sûrs de trouver le coupable. Donc on ne pouvait pas abandonner, on restait le lendemain. Il fallait rester, il fallait continuer à enquêter, il fallait enquêter sur ce que on croyait être la vérité, et dans cette affaire, des vérités, il y en a eu pratiquement tous les jours. J'ai décrit l'assassinat de Grégory Villemain par Bernard Laroche. Je suis pas très fière de ce que je vous dis, mais je l'ai décrit au présent. Parce que d'abord, en radio, on fait des papiers au présent, il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit vécu, il faut que l'auditeur ait le sentiment de vivre l'événement au moment où vous le racontez. Bon, ben voilà, oui, c'est sûr qu'on a imaginé des histoires. On a, à partir, par exemple, de la jalousie supposée de Bernard Laroche face à son cousin Jean-Marie Villemain, on a pris tous les éléments de leur vie qui étaient comparables ou qui pouvaient l'être. Et puis, en faisant cette lecture comparative, on est arrivé au mobile d'une jalousie extrême dont finalement on ne savait pas. Quand j'ai vu ce bonhomme, un petit peu ours, arriver dans les locaux du tribunal, en train de hurler « je suis innocent », bon, je me suis dit, il a peut-être raison. Mais comme les autres informations que nous avions et le désigner, on a tous fait nos papiers sur Laroche coupable. Attention, est-ce qu'on va pas refaire une autre connerie, quoi, comme on l'a fait avec Laroche? Et Patrice Burnat a eu cette phrase terrible, que j'ai encore en tête, qui est de dire, mais là, on serait vraiment des salauds. Mais que les gens qui pensent qu'on aurait pu faire autrement viennent me dire quoi écrire, quoi faire, quoi dire à ce moment-là, quoi. Et il y avait cette interrogation. C'est malheureux à dire, mais et si c'était la mère, qui est une angoisse qui est beaucoup plus profonde en nous, parce que ça génère en chacun de nous une peur, une interrogation. Est-ce que on peut imaginer que on peut être tué par sa propre mère? Et ça, c'est ce grand mystère. Bon, je ne veux pas dire que par là que c'est le cas là, mais c'était cette interrogation. Et c'est ça qui a fait que des gens se sont déchirés, se sont engueulés et sont même pratiquement arrivés aux mains. Moi, Grégory, j'y ai pensé souvent, j'y ai pensé pendant des mois, des semaines, des années. Pendant des années, je me disais, la justice n'y arrive pas, il faut qu'un journaliste y arrive. J'ai tellement d'éléments, quand même, il me manque pas grand-chose pour faire éclater la vérité. Ça fait vendre du papier. C'est tout cet aspect complètement mercantile qui a gerbé. Parce qu'en fait, je pense que on peut jeter la pierre aux gens qui étaient sur place, mais les gens qui étaient dans les rédactions et qui vendaient du papier avec ça étaient sans doute les plus inhumains, quoi. Parce que c'est eux, ils ont quand même fait du beurre. D'un seul coup, le téléphone sonne, et c'était le juge Lambert. Ça, je vous raconte une histoire que peu de gens savent. Il me dit,
Alors, vous voulez savoir si je l'inculpe? Oui. Je dis, quand est-ce que ça se passe? Il me dit, mercredi. Moi, j'ai mon réflexe journalistique. Bon, on sort jeudi, mercredi, jeudi, bon, très bien. Alors, il me donne un certain nombre de détails. Je dis, votre décision est prise. Oui, absolument. J'envoie le mandat d'amener. Le journal paraît. Festine n'était pas inculpé. Le jeudi se passe, le vendredi se passe, le samedi ou le dimanche ou le lundi, mon directeur de Roger Théron commence à me regarder un peu de travers en disant oui, tu m'es sûr et tout. Je dis écoutez, je ne pouvais pas avoir meilleure source si il m'a menti ou bon, il s'est passé quelque chose. Bon, ce qui s'est passé après, je l'ai su plus tard. Le juge Dambert avait effectivement envoyé l'ordre d'amener, malheureusement, il avait oublié de le signer, si bien qu'il y a eu un retard, puisque ça se passait à Nancy, etc., que ce retard a fait que mon article est paru entre-temps, et que, évidemment, au niveau de la chancellerie, on s'est mis à pousser des hurlements en disant vous ne pouvez pas le faire maintenant, puisque on a l'impression que vous exécutez les instructions de la presse. Donc, l'inculpation de Christine Villemain a été reportée d'une semaine et demie ou 2 semaines. Quand un journal vous dit qu'ils vont maintenant annoncer et marteler sur la culpabilité de Christine Villemain, pour qui moi, je veux dire, j'ai des sentiments de journaliste paternel en même temps, et j'ai l'impression de bien la connaître, et je me dis que c'est tellement une injustice que je deviens mal. Je fais des conférences au journal, je me dispute, j'ai des altercations avec des confrères, au bar en bas de match. Je vais vous le dire, j'étais contente, quoi, parce que vraiment, les mois qui avaient précédé étaient d'une telle violence, par l'accumulation de ces articles, par cette haine qui tombait sur cette fille, mais de manière tellement démesurée, mais quand bien même l'aurait-elle tuée, franchement. Quelle pataquès autour de cette histoire, c'était incroyable. Mais alors en fait, ce qui était dingue, c'est que, judiciairement parlant, l'étau venait de se desserrer, et hop, à peine était-elle dehors qu'elle retrouvait l'étau médiatique. C'était très fort, ça aussi. On sait que c'était une mère qui avait assassiné son enfant, quoi, par vengeance, enfin, et donc, mais en même temps, elle était très à l'écoute, mais je crois qu'elle n'est pas sortie de mais en fait, elle ne formalisait que ce que 99% des gens pensaient à ce moment-là. Je crois que c'était Serge July qui considérait que c'était le fait divers du siècle et qui voulait en faire un feuilleton vrai, je me souviens, c'était un peu ça. Donc, dans cette affaire, je crois qu'il faudra se souvenir que les journalistes ne sont pas policiers ni gendarmes, les journalistes ne sont pas juges d'instruction, les journalistes ne sont pas avocats, mais dans le même temps, les avocats ne sont pas journalistes, les policiers ne sont pas journalistes, et les juges d'instruction ne sont pas journalistes. Et si chacun était resté à sa place, peut-être que l'affaire Grégory aurait été élucidée. C'est pas normal que cette affaire reste une affaire non élucidée, une affaire mystérieuse, alors qu'on a dit beaucoup de choses et que... Il manque un petit déclic, il manque un petit grain de sable. Ce petit grain de sable, je le cherche, je l'ai peut-être trouvé, mais il faut qu'il soit crédible, il faut qu'il soit vérifié, recoupé. On ne peut pas accuser, moi je fais pas du Yann Pia, j'apporte les preuves. Si j'accuse quelqu'un, j'apporte les preuves. Je dirais que nous avons tous une dette à l'égard de ces gens-là, dont nous avons un peu volé les vies quand même, au sens propre et au sens figuré du terme. Et quand je dis nous, c'est pas seulement les journalistes, hein. C'est les magistrats, c'est les avocats, c'est la population tout entière. Hein. Tous ceux qui, à un moment donné, Dieu sait s'il y en a eu, hein, du nord au sud de la France, et même ailleurs, tout le monde, à un moment donné, a pris un petit peu cette histoire pour en faire, pour alimenter ses conversations, ses rancœurs, etc. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. C'est la dette un peu qu'on a à l'égard de ces gens, vraiment.